Merci à vous tous d'être là, si nombreux, pour parler de Rome et effectivement pour prolonger l'exposition qui vous est offerte derrière ces murs, dont le point de départ était au fond de s'interroger sur les raisons du succès de cet empire qui a duré si longtemps et qui s'est étendu de manière si impressionnante au point de servir de modèle à tous les empires successifs. Qui lui ont succédé, pardon. Et nous avons essayé de dégager dans l'exposition plusieurs raisons de ce succès. La première était le fait qu'il avait favorisé, suscité la collaboration des élites locales à l'intérieur donc des provinces romaines. La deuxième raison était qu'il avait maintenu, sinon la paix, du moins une pacification durable, qui s'est accompagné d'un extraordinaire développement de l'art de vivre, d'une extraordinaire sophistication dans les modes de vie, d'un développement inédit aussi des échanges en Méditerranée et donc de la mobilité. Et troisièmement, du fait qu'il a en quelque sorte proposé un modèle d'intégration qui a stupéfié la plupart de ceux qui l'ont étudié, la plupart des hommes politiques qui lui ont succédé, et jusqu'à nos jours, encore aujourd'hui, tout en laissant une certaine autonomie aux cités locales qui composaient l'Empire. Alors, dans cette conférence, je voudrais approfondir, plutôt que de revenir sur l'exposition, nous avons beaucoup travaillé et abondamment commenté cette exposition, je voudrais approfondir la réflexion en proposant quelques remarques sur les rapports entre l'Empire romain et l'Empire, l'État romain et les autres. Les rapports entre la res publica et le monde. Il m'a semblé qu'à l'heure où les revendications identitaires et les fondamentalismes religieux menacent les démocraties, il pouvait être utile de déplacer le regard vers un modèle radicalement différent, qui n'est pas un modèle reposant sur l'identité ou sur les revendications religieuses, mais c'est un modèle qui a développé une véritable civilisation du politique. Et c'est un peu cela que je voudrais essayer de vous montrer aujourd'hui, en vous montrant justement la façon dont cette civilisation du politique s'est comportée et a accordé une place particulière aux autres, aux populations multiples qui composaient son empire. Alors, tous les empires sont caractérisés par l'existence d'une multitude de peuples et tous ont trouvé des moyens, pensons à l'Empire ottoman, à l'Empire carolingien, tous ont trouvé des moyens spécifiques de gérer cette multitude de peuples. Mais ce qui varie d'un État, d'un empire à l'autre, ce sont d'une part les méthodes et d'autre part, je dirais, les représentations imaginaires qui fondent les choix de société. Alors, le cas romain présente plusieurs particularités. Le premier, c'est que, en raison de ses conquêtes rapides, Rome, rapides et très nombreuses et qui se sont maintenues pendant très longtemps, pendant plusieurs siècles, Rome a été donc confrontée, en contact, à une multitude de peuples. Imaginons cette petite cité-État. Une cité-État, c'est un territoire avec un chef-lieu sur ce territoire. Donc, un petit territoire romain à la fin dans les années 500 avant Jésus-Christ, qui fait à peu près 500 km² et qui, au long des siècles suivants, entre le 6e et le 3e siècle, s'est étendu sur toute l'Italie, a étendu son hégémonie sur toute l'Italie, soit en concluant des traités avec les différents peuples qui l'entouraient. Vous avez des populations extrêmement civilisées comme les Étrusques ou les Grecs de l'Italie du Sud, ou des populations extrêmement puissantes comme les Samnites au cœur de l'Italie, soit en annexant des territoires, soit en passant des traités, le plus souvent inégaux, avec les populations qui étaient vaincues. Et puis, à partir du IIIe siècle,
Il s'agit de voir de manière spectaculaire, hein, en un siècle par exemple, à partir des guerres puniques qui commencent en 264 avant Jésus-Christ jusqu'au milieu du IIe siècle, une expansion radicale de l'hégémonie romaine sur le bassin méditerranéen. Et là encore, la rencontre avec des civilisations très puissantes et très riches, notamment à l'ouest, Marseille, mais aussi tout l'empire maritime de Carthage, qui est un empire maritime qui s'étend jusqu'en Espagne, et surtout à l'est, les grandes monarchies hellénistiques, la Macédoine, l'Égypte, et aussi évidemment l'empire syrien, qui est sur la monarchie syrienne, les Séleucides, qui s'étend jusqu'à l'Indus. Donc on a une rencontre brutale avec des sociétés extrêmement diversifiées, et en même temps des civilisations extrêmement riches et puissantes. C'est la première fois pendant ces guerres-là que Rome entre en contact direct avec la Grèce continentale. Alors, ça c'est le premier point, c'est une conquête rapide qui a mis Rome en contact extrêmement rapide et très prolongé avec ce qu'on pourrait dire avec l'altérité. Et je vous donne la carte de l'Empire romain au IIe siècle, à sa plus grande extension, et vous voyez l'adjonction de la Bretagne, c'est-à-dire le Royaume-Uni aujourd'hui, ou de la Mésopotamie au début du IIe siècle. La deuxième raison pour laquelle c'est un modèle particulièrement intéressant, c'est que cet empire a développé une mobilité qui a atteint des niveaux inédits dans l'Antiquité. Au IIIe siècle de notre ère, disons, environ 300 000 km de routes, donc 100 000 de voies terrestres principales, sans compter donc les voies fluviales, les voies maritimes. Un monde en mouvement. L'Empire n'est pas une juxtaposition de peuples, mais c'est un monde qui fait se rencontrer des peuples de multiples endroits différents et qui finalement réussit à faire de Rome, où tout le monde doit passer, hein, pendant les années de l'Empire, Rome est la destination absolue de tous les hommes de l'Empire, à faire de Rome une ville cosmopolite d'1 million d'habitants, une mégapole, là encore, un nombre d'habitants inédit dans l'ensemble du bassin méditerranéen. Alors il y a d'autres villes cosmopolites, hein, il y a Alexandrie, Smyrne, Athènes, etc. Mais Rome concentre tous ces effets. Et évidemment Lyon, qui est aussi devenu, c'est ce qu'on montre dans l'exposition, un carrefour de peuples et un carrefour de passage. Et puis le troisième élément qui fait de Rome un empire particulièrement intéressant, c'est le modèle d'intégration, donc, qui a impressionné tous les siècles suivants jusqu'à nos jours. Alors je ne vais pas détailler tous ces aspects, mais je voudrais dégager les logiques qui ont présidé à ces choix, aux choix romains, en essayant de comprendre quelle est la place de l'autre dans ce système original. Alors, il ne s'agit pas d'essentialiser l'autre, mais précisément de voir comment les Romains ont défini l'altérité, quelle place ils ont accordée dans la langue et dans leur culture aux autres populations. Pour faire comprendre mon approche, je vais faire un petit détour par l'actualité, par notre monde contemporain. Il y a un énoncé qu'on retrouve toujours à propos de l'histoire américaine. On a l'Empire romain, d'ailleurs l'Empire américain, c'est souvent comparé à l'Empire romain, mais on dit toujours que l'Amérique, les États-Unis plutôt, ont été un asile pour l'humanité. Alors ce principe, selon lequel les États-Unis ont été un asile pour l'humanité, a une véritable réalité. Si on pense par exemple qu'entre 1880 et 1914, 32 millions d'immigrés sont arrivés aux États-Unis. Donc il y a une réalité. Mais cette réalité correspond aussi à un projet imaginaire, à une représentation du monde, selon laquelle, au fond, les États-Unis sont le lieu où le monde entier se trouve. Il n'est pas étonnant que les États-Unis comptent 22 villes qui se nomment Paris, 13 qui se nomment Rome, une Florence, deux Venise, une Naples, une Athènes, etc. On pourrait faire le compte facilement. Et pensons à Las Vegas, qui a réalisé à la perfection, finalement,
ce modèle selon lequel le monde entier se trouve aux États-Unis, ce qui vise finalement à nier inconsciemment toute extériorité. Si on regarde ce qui s'est passé à Rome, l'empereur Hadrien, quand il a construit sa villa Hadrienne, la villa Hadrienne donc à Tivoli près de Rome, eh bien, il a essayé lui aussi de faire venir le monde méditerranéen dans sa villa. Il a ici fait venir le souvenir de Canope en Égypte, ici le souvenir d'Athènes avec la Stoa Poikile, le Prytanée, l'Académie, ici le souvenir de la vallée du Tempe. Il y avait même les enfers. Et au fond, ce qu'il a voulu réintégrer, c'est que dans sa villa, il pouvait voyager en Méditerranée. Quelques années plus tard, un sophiste grec, Aelius Aristide, avait fait un éloge de Rome. Et dans cet éloge, il explique que, on va le lire ensemble, de chaque terre et de chaque mer, on apporte tout ce que font pousser les saisons et tout ce que produisent les différents terroirs, les fleuves, les lacs, ainsi que les arts des Grecs et des barbares. Si bien que celui qui voudrait avoir une vue de tout cela doit ou bien voyager partout, ou bien rester dans cette cité. Car ce qui pousse ou ce qui est fabriqué chez les différents peuples se trouve toujours nécessairement ici et en abondance. Ce qu'on ne voit pas ici ne fait pas partie des choses qui existent. Par-delà l'éloge absolument hyperbolique que Aelius Aristide faisait de Rome, il présentait en fait un modèle du rapport à l'autre, qui est le modèle d'absorption politique du monde. Les Romains n'ont cessé d'emprunter des tas de choses à tous les autres peuples. Ils ont emprunté des mots, ils ont emprunté des institutions, des pratiques, des dieux, tout ce qu'ils ont rencontré. Et à la fin de la République, ils dressèrent même la liste de tous leurs emprunts, avec fierté. Car contrairement aux Athéniens qui se croyaient les premiers en tout, les Romains se vivaient comme héritiers et capables de pousser à la perfection ce que les autres avaient commencé. Pensons à leur légende de fondation, qui est fondée sur l'immigration, alors que le modèle athénien est celui de l'autochtonie, l'immigration depuis Troie, le mélange des peuples et l'adoption même pour les Troyens, qui parlaient grec, du latin quand ils arrivent dans la péninsule italienne. Tout cela porte la trace d'un imaginaire de la secondarité. Mais que les Romains aient été transformés par les autres peuples n'était pas un problème, à partir du moment où s'affirmait pour eux la puissance romaine. Ce qui compte, c'est la puissance de la res publica. Jamais, à la différence des hommes de la Renaissance, jamais les Romains ne cherchèrent à civiliser les esprits, par exemple. Et ils furent même eux-mêmes, d'une certaine façon, civilisés, notamment par les Grecs. Donc, seul comptait la res publica, et c'est ce qui explique une chose qui est quand même assez étonnante, c'est que tout au long de l'Empire, tous les empereurs, d'où qu'ils aient été, d'où qu'ils soient venus, ont continué la même politique, le but étant d'imposer le nom romain. Alors ce projet d'absorber les autres, de nier même leur statut d'indépendance au prix d'une déformation de sa propre identité, ce projet pourrait définir une figure politique du narcissisme. Cela se perçoit dans 3 aspects que je voudrais évoquer avec vous. Le premier, c'est la politique d'intégration que les Romains ont menée dans la citoyenneté. Je voudrais qu'on la revisite ensemble à partir de ce que je viens de dire. Le deuxième, c'est l'importance de la notion d'association, de societas, dans les rapports avec les autres peuples. Et troisièmement, le maintien du pluralisme culturel dans l'Empire, qui mérite quelques explications. Avant cela, je voudrais dire un petit mot sur le nom de l'autre. Comment on désigne l'autre dans l'Antiquité ? Le premier mot qui apparaît dans nos sources, c'est le mot hostis. Il apparaît dans un document qui date de 450 avant Jésus-Christ, la loi des 12 tables, qui est un code de droit romain, je ne vais pas y insister, et qui indique qu'un procès avec un hostis soit prioritaire et qu'un hostis est une assistante permanente. Alors qu'est-ce que c'est l'hostis ? Eh bien, c'est ce qu'on pourrait appeler l'étranger relatif. L'étranger connu, lié à Rome par des contacts économiques ou par des contacts diplomatiques.
mais celui qui a une place quand même dans le système romain. Il est en position, ça a été très bien analysé par le grand linguiste Émile Benveniste, cet hostis, il est en position à la fois d'égalité avec les Romains et de rivalité. Cette phrase qu'on retrouve dans la loi des 12 tables montre bien que dès l'origine, il y a une place de l'autre contrôlée, connue, dans le système romain. Donc l'autre est à l'intérieur, il a sa place à l'intérieur du système romain, du droit romain. Avec les développements de la cité, le terme hostis s'est transformé, c'est l'idée de rivalité qui l'a emporté, et hostis a commencé à désigner l'ennemi en guerre avec Rome. Et là encore, l'ennemi connu, reconnu, celui qui est en guerre officielle avec les Romains. Et la notion d'étranger relatif a été remplacée par deux mots, hospes, l'hôte, et peregrinus, sur lequel je vais revenir. Mais hostes, cette dualité, vous voyez, c'est très intéressant, cette dualité hostis-hospes, qui a d'abord le même sens et qui ensuite va s'éclater entre l'ennemi et l'hôte, montre bien que chez l'hôte, que dans la figure de l'autre, il y a aussi une ambiguïté. L'autre peut présenter une sorte de menace potentielle, et c'est pourquoi d'ailleurs les hôtes ne doivent jamais rester longtemps dans l'endroit où ils sont reçus, ils doivent vite reprendre leur chemin. Mais l'autre thème qui m'intéressera, c'est celui de peregrinus. Le pérégrin, à l'origine, c'est l'homme de passage, celui qui vient de loin, et qui est en quelque sorte géographiquement extérieur à la cité romaine. Et puis, avec l'extension des conquêtes dans le bassin méditerranéen, l'autre, le mot de pérégrin prit un sens juridique. Il devint le non-citoyen, c'est-à-dire celui qui est en quelque sorte juridiquement, et non plus simplement géographiquement, extérieur à la citoyenneté. Ce qui est très intéressant, c'est que ces pérégrins qu'on va retrouver dans tout l'Empire, c'est le statut des non-citoyens de l'Empire romain tout entier, le statut des gens qui vivent dans les cités de l'Empire et qui ne sont pas des cités romaines. Eh bien, ce pérégrin, il a deux statuts en quelque sorte. Il est le sujet de Rome, il est non-citoyen et sujet de Rome, mais il peut être aussi citoyen de sa propre cité qui n'est pas romaine. C'est un peu compliqué, mais j'espère que vous suivez tout de même. Bon. Donc, c'est très important parce qu'en fait, regardez ce que ça veut dire, c'est que le pérégrin devient l'étranger de l'intérieur. Mais vous voyez, le mot étranger est difficile à appliquer. Il est le non-citoyen, pour l'instant restons-en là, le non-citoyen qui vit à l'intérieur de l'Empire en situation de sujétion. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que les Romains, vous imaginez donc cet empire qui est constitué de provinces. Les provinces, ce sont des entités administratives qui divisent en fait les territoires conquis par Rome et qui ont à leur tête un gouverneur envoyé depuis Rome. Mais dans ces provinces, dans toutes ces provinces, il y a un réseau innombrable de cités qui sont la plupart du temps donc pérégrines, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas de droit romain. Ce sont des cités sujettes de l'Empire. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'imaginez qu'un Romain parte de Rome et aille se promener dans une cité pérégrine. Eh bien, lui-même est étranger dans cette cité pérégrine. C'est-à-dire que le système romain est pensé de telle sorte que les Romains eux-mêmes se retrouvaient en situation d'extranéité dans leur propre empire quand ils étaient en visite dans une cité pérégrine. Et du reste, on le voit bien dans les inscriptions grecques de cette époque. Si on regarde une inscription grecque d'une petite cité qui se trouve ici en Asie mineure, eh bien on va trouver les Romains au rang des xénoi, les étrangers des cités grecques. Eh bien, si on regarde maintenant de l'autre côté, du côté occidental, on va retrouver aussi ces Romains, s'ils vivent dans une cité qui n'est pas la leur, s'ils ont leur domicile légal, par exemple, en Espagne, alors qu'ils viennent de Rome, eh bien, ils sont incola. Incola, ça veut dire résident étranger. Et j'avais ajouté une difficulté supplémentaire, c'est que le mot incola n'a pas de connotation ethnique. C'est un statut juridique. Et là, on touche à quelque chose de fondamental pour comprendre le monde romain, c'est qu'il n'y a pas, ni dans la notion de citoyen, ni dans la notion de pérégrin, ni dans la notion d'incola, il n'y a pas de considération ethnique à la base. Ce sont des statuts juridiques qui peuvent s'appliquer
à n'importe qui. C'est pourquoi les Romains peuvent donner leur citoyenneté, transformer un pérégrin en citoyen, mais ils peuvent aussi transformer un citoyen en pérégrin. Ça s'est passé sous l'Empire. Un citoyen qui était déporté, par exemple, perdait sa citoyenneté, il devenait pérégrin, parce que c'est un statut et non pas une identité ethnique. Vous voyez qu'on est loin de la notion d'étranger que nous avons aujourd'hui, que nous utilisons aujourd'hui, qui est une notion qui a une connotation, en tout cas, qui désigne quoi? L'étranger, c'est le non national. Mais il n'y a pas d'identité nationale à Rome. Il n'y a que des statuts juridiques de citoyenneté ou de non-citoyenneté. C'est le premier point que je voulais aborder. Un des éléments fondamentaux pour comprendre l'Empire romain, c'est cette politique d'intégration dans la citoyenneté. Rome a pratiqué une politique d'ouverture qui n'a aucun équivalent, ni en Méditerranée antique, ni en Méditerranée médiévale, ni en Méditerranée moderne. Dans quelle société des anciens esclaves deviennent citoyens? Dans quelle société des vaincus sont devenus des sénateurs et même des empereurs? Septime Sévère, né à Leptis Magna, Philippe l'Arabe, né en Syrie, mais en fait dans la province d'Arabie à son époque, Dioclétien d'origine dalmate, Constantin né en Mésie, etc., etc., etc. Le texte le plus fameux sur cette question, c'est la table claudienne de Lyon, qui porte une table, donc un document épigraphique qui porte le discours de l'empereur Claude au Sénat romain, dans lequel il explique pourquoi il est possible et conforme à la tradition de faire rentrer des Gaulois dans le Sénat romain. Et qu'est-ce que fait l'empereur Claude? Il reprend un thème, un énoncé, ce que j'appellerais un idéologème, c'est-à-dire un énoncé récurrent, selon lequel, depuis l'origine, les Romains ont ouvert leur citoyenneté aux étrangers. Regardez, autrefois des rois ont gouverné notre ville, et pourtant ce furent des étrangers. Ainsi, à Romulus a succédé Numa, du pays des Sabins, notre voisin sans doute, mais alors un étranger pour nous. À Ancus Marcius a succédé Tarquin l'Ancien, dont le nom était Lucumon avant d'être Tarquin l'Ancien à Rome, né d'un père corinthien et d'une femme tarquinienne. Il était, à cause de ce sang mêlé, écarté dans sa patrie de la gestion des fonctions publiques, émigré à Rome. Il y acquit la royauté. Donc on a là un modèle récurrent qui a été formalisé, théorisé, qu'on retrouve chez tous les historiens, chez Cicéron, chez Tite-Live, etc., et qui explique pourquoi, jusqu'au 5e siècle, les Romains ont installé sur leur territoire aussi des populations dites barbares. On compte 36 installations de ces barbares destinées à entrer dans la citoyenneté, destinées à entrer dans l'armée, à cultiver des terres, etc. Donc il y a une continuité de cette pratique qui est aussi en même temps une idéologie de l'ouverture de la cité. Alors, il ne faut pas angéliser et idéaliser cette ouverture de la cité toutefois. La concession de citoyenneté a répondu à deux critères. Premièrement, récompenser les meilleurs, récompenser ceux qui avaient rendu service à Rome, mais deuxièmement, punir. Comment est-ce qu'on punit en donnant la citoyenneté? Eh bien simplement parce que le fait de donner la citoyenneté à une cité étrangère, c'est lui faire perdre son identité, sa souveraineté. Donc la citoyenneté romaine a été aussi un instrument de domination, et à partir du IIe siècle avant notre ère, elle a été revendiquée par les Italiens eux-mêmes, par les populations vaincues, les Italiens notamment, qui avaient beaucoup participé aux conquêtes romaines et qui souhaitaient recevoir les privilèges associés alors à la citoyenneté. Les Romains étant quand même réfractaires à faire rentrer toute la péninsule dans la citoyenneté, ça a donné lieu à une guerre, ce qu'on appelle la guerre sociale, au terme de laquelle ils ont tout de même cédé, et c'est le 1er siècle avant notre ère, c'est la première unification politique et juridique de la péninsule italienne. À partir du 1er siècle, ce sont les populations extra-italiques qui, peu à peu, sont rentrées dans la citoyenneté jusqu'à la constitution de Caracalla en 212, qui concède la citoyenneté à tous les habitants libres, presque tous les habitants libres de l'Empire.
Mais le problème, c'est quelle était la logique finalement de cette concession. Ce qui est très intéressant, c'est la façon dont elle est décrite dans les sources latines. Elle est décrite métaphoriquement ou presque littéralement comme un transfert des forces étrangères vers Rome. Non pas comme une extension de la cité vers le monde, mais comme une augmentation de la cité elle-même. En fait, c'est la cité qui grossit jusqu'à atteindre les limites du monde. C'est ce que Ovide a saisi dans une formule magnifique: de la ville romaine et du monde, l'espace est le même. Alors on peut le comprendre de deux manières, c'est que la ville s'étend jusqu'aux limites du monde, mais si on la met en relation avec tout ce que je disais à l'instant, c'est-à-dire toute cette métaphore du transfert vers Rome, eh bien, on comprend que c'est tout le contraire, c'est que le monde arrive à Rome. Et on le voit bien dans la conception du droit civil romain. Dans ce texte que j'ai cité de Cicéron, auteur du 1er siècle avant notre ère, donc tiré de son traité sur les devoirs, où il explique, comme l'ont voulu nos ancêtres, ce qui est droit civil n'est pas en même temps droit des gens. Alors, les Romains faisaient la distinction entre le droit civil, c'est-à-dire le droit de la cité de Rome, le droit romain, et le droit des gens, c'est-à-dire le droit, toutes les pratiques juridiques qui sont communes aux peuples civilisés. Alors il dit, ce qui est dans le droit civil n'est pas en même temps droit des gens, mais ce qui est dans le droit des gens doit être en même temps droit civil. Qu'est-ce que ça veut dire d'autre, sinon que le monde est inclus dans Rome, par le droit? Cette idée se retrouve également dans cette idée qui a été énoncée aussi par Cicéron, mais qui est reprise par les juristes de l'époque impériale, que Rome constitue la commune patrie de tous les citoyens romains. Ça veut dire que n'importe quel individu qui devient un citoyen romain, qu'il soit de Syrie, d'Espagne, de Gaule, d'Afrique, en fait, est citoyen de Rome, de la cité romaine. En ce sens, Rome est la patrie commune abstraite et physique de tous les citoyens romains, d'où qu'ils viennent. Et alors, on peut dire, bon, c'est magnifique, voilà une idéologie et une métaphore très belle, mais elle a eu des applications juridiques très intéressante. Un historien du droit, Yann Thomas, a étudié l'influence de cet énoncé, Rome, patrie commune de tous les citoyens, dans le droit romain. Les juristes romains en ont déduit que quand un citoyen se trouvait dans la ville de Rome, c'était comme s'il n'avait jamais quitté sa propre patrie. Alors ça a des conséquences importantes. Évidemment, si vous êtes citoyen d'Athènes et que vous vous trouvez à Rome, eh bien on pense que vous n'avez pas quitté votre patrie. Alors par exemple, si vous étiez interdit de séjour à l'Eptis Magna, eh bien vous étiez aussi interdit de séjour à Rome. Donc il y a cette ubiquité de Rome à travers cette notion de commune patrie, dont la raison simple est qu'il n'y a pas de pensée de l'Empire, il n'y a qu'une pensée de la cité qui s'accroît. L'Empire peut être défini par un ensemble de territoires conquis, mais l'augmentation du corps civique, l'augmentation du pouvoir romain se fait à partir de la cité elle-même. C'est la permanence du modèle civique qui est importante à relever dans toutes ces idées, et ce qui change complètement au IIIe siècle. Je vous ai mis une dernière citation du juriste Ulpien du IIIe siècle qui dit: le droit privé est triple, il provient d'abord des préceptes de la nature, puis du droit des gens, puis du droit civil. Vous voyez que le droit civil est en troisième position, il est inclus dans le monde. Donc à partir du IIIe siècle, la constitution de Caracalla en 212, Ulpien est contemporain de la constitution de Caracalla, c'est l'universalité qui l'emporte parce que tout l'Empire et tous les gens de l'Empire sont citoyens romains. Alors, le deuxième thème que je voudrais développer, c'est celui de la societas, c'est-à-dire c'est un concept et une pratique que Rome a appliqué dans ses rapports avec les autres peuples avant même de les soumettre. En fait, cette notion de societas est très importante. Elle a servi à désigner la communauté politique, même le mariage. Le mariage est une association entre un homme et une femme, mais aussi la communauté entre les hommes et les dieux, ou la communauté entre tous les membres du genre humain. Mais societas désigne aussi les rapports entre Rome, c'est le mode opératoire de Rome avec les autres peuples.
Commentant ce point, la philosophe Hannah Arendt avait dit « À la différence des Grecs qui distinguaient l'espace politique, qu'un espace d'égalité, et celui des combats fortement inégalitaires, les Romains furent les premiers à établir des rapports politiques avec les vaincus. Et de fait, au fond, les Romains pensent la continuité entre leur cité et le monde. L'association ne fait que s'étendre des citoyens avec le monde extérieur. » Alors, il y avait plusieurs formes d'association, on va passer rapidement là-dessus peut-être, mais simplement pour vous donner une idée, il y a plusieurs formes d'association. Il y a ceux qui sont vraiment alliés, qui ont signé un traité d'alliance avec les Romains, mais aussi ceux qui ont demandé un arbitrage dans un conflit entre deux cités grecques, par exemple. Les cités pouvaient demander à Rome de proposer un arbitrage. Et c'était une manière pour Rome d'imposer son hégémonie normative, juridique. La notion de dikio, l'hégémonie par la guerre du peuple romain, la notion de potestas, le pouvoir effectif d'un magistrat sur une province, par exemple, ou la notion d'amitié, autre forme d'alliance par laquelle les Romains entraînaient d'autres peuples à adopter ces principes et ces partis. Donc, il y a en fait toute une déclinaison des modes de l'association qui sont regroupés aussi parfois sous la notion de fides, la notion de loyauté, dont les Romains avaient une définition bien particulière. Alors, on peut voir cette importance de l'association dans ce texte fameux qui est le testament d'Auguste, les Res Gestae d'Auguste, de l'empereur Auguste, le premier empereur de Rome, qui était destiné, ces Res Gestae, à être affichés à Rome, mais aussi dans toutes les provinces de l'Empire. Alors regardez ce qu'il dit: « J'ai forcé les Parthes à me rendre les dépouilles et les enseignes de 3 armées romaines qui avaient été prises dépouilles et enseignes lors de la défaite de Crassus en 53, et à demander en suppliant l'amitié du peuple romain. » On demande en suppliant l'amitié parce que l'amitié, c'est à la fois une forme d'association et c'est aussi une forme d'hégémonie. Ce piège de l'association, on le voit bien dans la guerre des Gaules, le débat entre César et le Germain arioviste, qui montre à César, et César reprend ce thème lui-même, que l'amitié du peuple romain aurait dû lui être honorable et utile et non pas désavantageuse. Évidemment, l'amitié du peuple romain peut être désavantageuse parce que ce qui compte, évidemment, c'est Rome. Si vous avez cette idée en tête que, au fond, le monde entier peut être associé grâce à cette idée de societas, eh bien, comment définir l'autre ? Eh bien, l'autre, c'est celui qu'on ne peut pas associer. Et celui qu'on ne peut pas associer, c'est celui qu'on ne peut pas soumettre. Dans ce monde défini par la societas, l'autre absolu, c'est celui qui est inassociable au pouvoir romain, c'est-à-dire impossible à soumettre. Alors, ce fut le cas de Carthage, qui fut détruite, comme vous savez, en 146, mais aussi Corinthe, mais aussi Numance en 133 et bien d'autres villes auparavant, tous ceux qui ne pouvaient pas se soumettre à Rome. Et ce fut le cas aussi, alors, un thème qui a été parfaitement finalement formalisé par Virgile. Le projet de Rome, c'est d'épargner ceux qui se sont soumis et de combattre les arrogants. Parcere subjectis et debellere superbos, les superbi, ce sont ceux qui refusent l'association. Mais on a un cas tout à fait remarquable de cette impossibilité d'associer, c'est celui des bacchanales, le culte de Dionysos, qui était pratiqué depuis très longtemps en Italie et qui, en début du IIe siècle avant notre ère, fait l'objet d'une persécution de la part des Romains et d'un senatus consul, c'est-à-dire un décret du Sénat, interdisant, non pas interdisant le culte, mais interdisant aux bacchantes de constituer une association, précisément, parce que les bacchantes sont accusés de conspiration, de conjuration. Regardez les termes qui sont utilisés, que nul d'entre eux n'institue caisse commune ou présidence. C'est le propre d'une association de constituer une caisse commune et de présidence. Que dorénavant, l'on ne fasse en commun ni serment, ni promesse, ni engagement réciproque, c'est-à-dire ni serment, c'est la conjuratio, la conjuration possible. En fait, ce que les Romains ont empêché les bacchantes de faire, c'est de constituer une contre-société,
en quelque sorte, qui était en plus dû au fait que les hommes et les femmes agissaient ensemble pendant la nuit et ça risquait de compromettre vraiment l'ordre public. Donc, en fait, on voit bien que la poursuite des Bacchantes, qui a été assez violente, hein, mais qui n'a pas détruit le culte, c'est très intéressant et très important de retenir cela. La poursuite des Bacchantes, c'est la poursuite d'une association qui se refuse à suivre les règles de la societas romaine. Eh bien, il en fut de même avec les chrétiens. Ce qu'on reproche aux chrétiens, c'est le fait de constituer des associations qui ne sont pas autorisées et qui mettent en cause l'ordre public. Vous connaissez ce texte de Pline le Jeune, hein, au début du IIe siècle de notre ère. Il est gouverneur de Bithynie, près de la mer Noire. Il écrit à l'empereur Trajan « Comment faire avec les chrétiens ? Je ne sais pas comment traiter ce cas. » Alors, il les a bien sûr obligés, pour certains, à maudire le Christ, mais surtout, il les a empêchés de s'associer, c'est-à-dire de former une association qui n'était pas autorisée par Rome, hein, former une contre-association. Et comme il le dit, ils ont cessé de le faire depuis que j'ai proclamé, suivant tes instructions, que toute association soit interdite. Hétérie, c'est le mot grec typique d'une association clandestine, politique, qui a des visées politiques. Donc, ce qui est très important, c'est que cette notion d'association permet de comprendre que la répression des Bacchantes comme des chrétiens, en tout cas au moins avant le IIIe siècle, cette répression est politique, elle n'est pas religieuse. Hein, oui, il n'est pas question du contenu du dogme chrétien, bien évidemment, il est question surtout de l'association qui ne serait pas reconnue par l'État romain. C'est seulement à partir du IIIe siècle de notre ère que l'autre commença à être défini par des critères religieux ou ethniques. C'est au nom de la Res Publica Romana, et cette fois on ne trouve plus la Res Publica simplement, mais la Res Publica Romana dans toute son identité de civilisationnelle, que les chrétiens, honorant un Dieu qui excluait tous les autres, ou les manichéens, assimilés aux Perses, donc une menace contre l'État romain, ou plus tard dans l'Empire chrétien, les hérétiques et les juifs, furent considérés par nature comme inassimilables. Et je mets de côté les barbares, parce qu'il n'y a jamais eu il y a eu bien sûr des préjugés et une certaine xénophobie dans le milieu, dans la société elle-même. Mais du point de vue de l'État, il n'y a jamais eu de rejet des barbares dans l'altérité inassimilable. Pas du tout. Au contraire, je le disais, pendant des siècles, les Romains ont intégré les barbares sur leur territoire, les barbares vaincus, parfois de manière, lorsqu'ils le demandaient eux-mêmes, à entrer sur le territoire romain. Et c'est seulement à la fin du IVe siècle que les problèmes commencent à se poser avec les barbares. Quand les barbares commencent à s'associer eux-mêmes en groupes extrêmement puissants, comme on le voit en 376 dans les Balkans, où les Goths se regroupent pour former des groupes beaucoup plus puissants, et surtout au moment où l'Empire romain lui-même s'affaiblit. Mais jusque-là, il n'y a pas de préjugés ethniques du point de vue de l'État à l'égard des barbares, ou, j'y reviendrai tout à l'heure, à l'égard des Juifs non plus. Alors, le dernier point que je voulais signaler, c'est celui du pluralisme culturel dans l'Empire. Car avant le IIIe siècle, je reviens donc un peu en arrière, ce qui a caractérisé cette période, donc avant que la définition de l'autre devienne religieuse ou ethnique, ce qui caractérise la période précédente, c'est au contraire, et c'est le troisième point très important pour comprendre l'Empire romain, le maintien d'un pluralisme culturel à l'intérieur de l'Empire. Rome, et ça c'est vraiment important à comprendre, Rome n'a jamais imposé sa langue, son droit, ses cultes au peuple qu'elle a conquis. Elle n'intervenait dans les provinces que lorsque l'ordre public était en cause. Donc elle a laissé subsister non seulement les citoyennetés locales, comme je le disais tout à l'heure, des citoyennetés des pérégrins, mais aussi les droits, les tribunaux locaux, les cultes locaux. Comment comprendre cela ?
Il y a beaucoup d'empires qui ont fait la même chose, et on peut dire aujourd'hui, par exemple, dans les sociétés communautaristes, chacun laisse l'autre respecter ses propres traditions. Donc on assiste à une juxtaposition de cultures ayant chacun sa propre identité. Mais la logique romaine n'était pas une logique de tolérance de l'autre. Il ne s'agit pas du tout de tolérance, il ne faut pas angéliser les Romains, mais il s'agit du fait que ce qui définissait la citoyenneté romaine, ce qui définit Rome, la civitas romana, eh bien, était réservé aux citoyens romains. Il n'était pas nécessaire d'étendre le droit romain, puisque le droit romain concernait les citoyens romains. Il n'était pas nécessaire d'étendre les cultes, puisque les cultes étaient réservés, les cultes reconnus par l'État romain, étaient réservés aux citoyens romains. Alors, quel était le statut des pratiques locales dans cet empire immense où les sociétés, les cités conservaient leurs tribunaux, leurs cultes, leurs langues? L'historien des religions, John Scheid, a fait une comparaison très intéressante. Il a comparé les cultes particuliers des cités locales aux cultes familiaux. Il montre ainsi que les cultes locaux relevaient en fait de la sphère privée. Et je crois que ça, c'est très important pour comprendre et formaliser notre compréhension de l'Empire romain. Si vous voulez, l'Empire est en quelque sorte composé de deux structures, de deux sphères, ou plutôt de deux structures qui sont superposées. L'une est politique, publique, c'est la structure qui concerne les citoyens, et l'autre est privée, locale. Et la première, la structure publique, se superpose à l'autre, l'englobe, car seule la sphère romaine est souveraine. Par exemple, dans l'administration de la justice, le gouverneur qui était envoyé dans chaque province, eh bien, il était là pour rendre la justice, mais rendre la justice aux citoyens romains qui vivaient dans ces provinces, ou éventuellement aux problèmes qu'il y avait entre citoyens romains et les pérégrins. Mais en ce qui concernait les problèmes internes aux cités locales, par exemple entre deux Siciliens, eh bien, les cités siciliennes faisaient fonctionner leurs propres tribunaux et leurs propres droits. Alors, il est vrai qu'à partir du IIe siècle de notre ère, il y a eu un mélange en quelque sorte. D'abord, la juridiction du gouverneur de province s'est largement étendue et le gouverneur s'est mis à traiter des problèmes de droit local. Et de même, les cours locales ont commencé à se référer au droit romain. Certains disant que le droit romain était plus humain, par exemple, que le droit local. C'est ce qui explique, selon certains chercheurs aujourd'hui, c'est assez paradoxal et novateur de le dire, c'est ce qui explique, par exemple, cette confusion entre droit romain et droit local, explique le fait que des populations comme les Égyptiens, comme les Juifs dans l'Empire, aient commencé à codifier leurs propres droits pour qu'ils soient mieux connus des autorités romaines. Et c'est ainsi que certains chercheurs qui travaillent sur le judaïsme antique ont essayé de montrer que la Mishnah, qui est la compilation écrite par les rabbins du droit de la Torah orale, qui a donné lieu à des interprétations orales pendant des siècles, la Mishnah aurait été compilée, mise par écrit, précisément pour répondre aux besoins de l'Empire romain. Donc il faut distinguer dans le rapport entre les Romains et les autres le plan public et unifié de la res publica, le plan de l'institution publique, de la citoyenneté, et le plan privé et segmenté des multiples cultures locales. Ce qui est important, et je vais essayer de terminer sur ce point, c'est que cette dualité public-privé, cette dualité valait également pour les nouveaux citoyens. Cicéron en fait la théorie dans ce texte. Regardez, lisons-le ensemble. Donc Cicéron, 1er siècle avant notre ère, que personne, sous-entendu qu'aucun citoyen, aucun nouveau citoyen, n'honore des dieux séparément, ni ne rend un culte à des dieux nouveaux ou étrangers, sauf s'ils ont été reçus à titre public. Donc tous les Romains doivent suivre les mêmes cultes publics, les cultes de Rome. Mais ces cultes étrangers, qu'ils les honorent à titre privé. Alors qu'est-ce que ça veut dire sinon que tout nouveau citoyen devait suivre le droit romain, honorer les cultes romains, mais il pouvait continuer
à honorer, à titre privé, en famille en quelque sorte, leur propre culte traditionnel. Cela repose sur une conception de la citoyenneté selon laquelle les nouveaux citoyens ont toujours deux patries. C'est aussi Cicéron qui le formalise. Il y a pour tous deux patries, une patrie de nature, une patrie de droit. Nous considérons comme patrie celle où nous sommes nés, la cité locale, et c'est aussi bien que celle qui nous a accueillis, Rome. Et vous voyez, on retrouve encore Rome comme cité, source de la citoyenneté. Mais il est nécessaire que l'on porte dans notre affection celle par laquelle la cité a pris le nom de res publica, c'est-à-dire que Rome englobe les cités locales. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans ce système, on est fin de la République romaine. Vous voyez que la seule cité qui donne la citoyenneté, c'est Rome. Et la citoyenneté romaine englobe la citoyenneté locale. À partir de l'époque impériale, parce que la citoyenneté romaine est exclusive. On ne peut pas être citoyen de deux cités quand on est romain. Mais ça, c'est le dogme républicain. Et à partir de l'époque impériale, les empereurs, vu la multiplicité, la multiplication surtout du nombre de nouveaux citoyens, les empereurs ont reconnu la possibilité de cumuler les citoyennetés. Et donc on pouvait être citoyen de Rome et citoyen de sa propre cité. Cette idée des deux patries, de cette double identité, se retrouve dans des inscriptions bilingues très nombreuses que nous possédons, où on voit la juxtaposition des identités religieuses et même linguistiques. On a ainsi une pluralité, un très grand nombre d'inscriptions bilingues, plurilingues. Parfois on trouve latin, grec, palmyrénien, qui montrent la vitalité de cet empire où finalement on peut être d'ici et de là-bas en même temps. Et on revendique son identité locale tout en étant citoyen romain et vivant à Rome. Alors, essayons de comprendre ce que ça veut dire finalement devenir citoyen romain. Eh bien, devenir citoyen romain, c'était acquérir un statut de citoyen romain, un statut de citoyen qui était visible par les trois noms, Tiberius Claudius Félix, qui était visible par le port de la toge, qui était visible aussi par la participation au culte public et au droit romain, mais qui laissait subsister la culture antérieure. Et de la même façon, il en était de même pour les communautés elles-mêmes, parce qu'une cité pérégrine, j'espère que vous avez suivi, une cité pérégrine pouvait devenir romaine. Elle prenait désormais, à ce moment-là, le nom de municipe ou de municipe latin ou colonie romaine. Et qu'est-ce que ça voulait dire de devenir municipe ou colonie ? Eh bien, c'était adopter des monuments romains, adopter des cultes romains, mais évidemment à la façon locale, en conservant leur propre culture locale. Et on le voit bien dans le domaine religieux, dans le domaine architectural, que selon la culture locale, le moule romain a été appliqué de manière différente. Et c'est pourquoi on peut dire qu'il y avait plusieurs manières d'être romain dans l'Empire. Alors vous voyez, c'est ce que j'entendais au fond par le fait que Rome fut un empire politique, en quelque sorte. Cette religion était une religion publique, le droit privé était un droit de la cité, applicable aux seuls citoyens, d'où qu'ils fussent, encore une fois, et cette civilisation s'imposait sur le plan public, celui de la souveraineté politique, tout en étant indifférent, je dirais, au plan privé, culturel, local. C'était même la condition de l'hégémonie romaine, fondée non sur une unification culturelle, mais sur l'allégeance à l'Empire. Les Romains n'ont pas cherché l'imitation, ils ont cherché la loyauté de leurs sujets. Précisément parce que ce qui l'importe, c'est la res publica, c'est la puissance publique. Alors, vous me direz, il y a eu quand même une culture romaine. Bien oui, mais c'est une culture impériale. Une culture impériale dont le culte de l'empereur fut la plus importante, mais également qui s'est transcrite par l'imposition dans l'espace public de monuments qui incarnaient la puissance romaine.
Il faut le voir vraiment d'un point de vue politique et non pas simplement d'un point de vue culturel. Donc la multiplication des monuments romains sur l'ensemble du territoire conquis par Rome signifie la mainmise politique de Rome dans l'espace public, c'est-à-dire visible la mainmise politique de Rome sur ces territoires et non pas l'imposition d'une culture. Encore une fois, chaque société l'a adaptée à sa propre culture locale. Alors, peut-être juste un petit post-scriptum, post-dictum, pour revenir à la question des Juifs et des chrétiens. Parce que si on comprend cette conception d'un empire politique qui laisse subsister des cités, à qui il reconnaît une autonomie, on l'a vu, l'autonomie religieuse, linguistique, culturelle, etc. On comprend la différence des Romains à l'égard des Juifs et à l'égard des chrétiens. Les Juifs disaient qu'ils appartenaient à 2 cités. C'est très important d'appartenir à une cité parce qu'on ne met pas en jeu l'empire global. Alors, ils appartenaient à 2 cités, la cité dans laquelle ils résidaient, Alexandrie par exemple, et Jérusalem, qui est leur cité d'origine. Et donc, ils ont obtenu des privilèges, notamment à partir de César, qui leur a donné des privilèges, le droit au Shabbat, la possibilité d'envoyer de l'argent au trésor de Jérusalem, etc., de s'autogouverner, le droit de s'alimenter comme ils le souhaitaient, etc. Donc des privilèges, mais qui sont comparables aux privilèges d'autonomie qu'ils ont accordés aux cités de l'Empire. Alors que les chrétiens proposaient un modèle universel, qui était au fond un contre-modèle de l'Empire universel, du pouvoir universel de l'Empire sur le monde. Et je pense que c'est là qu'on peut comprendre la différence entre l'attitude des Romains à l'égard des Juifs et l'attitude progressivement menaçante des Romains à l'égard des chrétiens. Alors, bien sûr, les Juifs n'ont pas été pacifiques dans l'Empire, et vous connaissez les 2 grandes révoltes qui ont conduit d'une part à la destruction du temple de Jérusalem en 70 et deuxièmement à la destruction de Jérusalem ou sa reconfiguration en cité du nom de Aelia Capitolina et l'interdiction de Jérusalem aux Juifs, pas l'interdiction de la Judée, l'interdiction de Jérusalem aux Juifs, ce qui fait que les Juifs sont restés sur place, évidemment une partie en tout cas. La répression de ces révoltes n'était pas une répression religieuse, c'était une répression contre des révoltes politiques. Je pense que si on comprend ça, on comprend toutes les apparentes contradictions de l'Empire à l'égard des autres. Alors je vais conclure rapidement. Si on veut comprendre le rapport de chaque société à l'autre, il faut comparer. Alors on peut comparer par exemple l'écart qui existe entre le regard compassionnel des premiers chrétiens sur l'autre, avec le regard colonial et prédateur de Christophe Colomb sur les Indiens ou de Cortés, encore pire, sur les Aztèques, ou le regard sectaire des brahmanes de l'Inde ancienne à l'égard des intouchables qu'ils ne regardaient pas. Ou comparons aussi le mythe de l'autochtonie athénienne et la légende romaine de fondation par immigration et mélange des peuples, par où on comprend le rôle des formes symboliques, c'est-à-dire non seulement de la langue, mais des légendes, des mythes, des pratiques juridiques pour aborder la question de l'autre, sujet immense qu'il ne faut jamais essentialiser, mais qu'il faut regarder à chaque cas en s'interrogeant sur la place que chaque société, que chaque langue donne à l'autre dans son ensemble. Les Romains eurent, eux, un regard hégémonique sur le monde. Le nom romain, le nomen romanum, devait s'imposer partout par la violence. Il ne faut jamais oublier la violence des conquêtes, des massacres, de la réduction en esclavage, mais aussi par l'absorption, la façon dont les Romains donc, ont recouvert symboliquement le monde, symboliquement et visiblement, de manière matérielle, en romanisant le paysage d'une certaine façon, ce que révèle dans un autre domaine, par exemple, qui vous fait comprendre immédiatement ce que je veux dire, la manière dont les empereurs romains ont saturé les espaces publics de leur statut, ou ont saturé les espaces provinciaux
de leurs monuments. Ce que révèle aussi la réduction imaginaire du monde à la cité de Rome. Donc on a ici un empire qui offre un modèle de civilisation du public particulièrement intéressant pour réfléchir, à mon avis, à notre actualité, puisqu'il pratiqua, on pourrait dire, une politique de l'indifférence à l'ethnie et à la culture, d'une certaine façon, attachée qu'il fut davantage à la loyauté, à la domination qu'à la ressemblance, à l'espace public et au droit qu'au particularisme culturel. La culture romaine qui s'imposa fut une culture impériale destinée à rendre visible l'allégeance des provinciaux à l'Empire. Et c'est ce qui pouvait expliquer que Tacite, par exemple l'historien Tacite, contemporain de Pline, fin du 1er siècle, début du 2e siècle, ait pu dire que lorsque les provinciaux adoptaient, par exemple, les termes romains ou les éléments de civilisation, eh bien, ils ne faisaient que se soumettre, ils ne faisaient que manifester leur servitude à l'égard de Rome. Alors, cette culture du politique, finalement, nous permet peut-être de réfléchir, mais je vais vous laisser le faire, à ce qu'elle peut nous apporter face à ces deux modèles qui dominent notre monde, le modèle communautariste et le modèle de la laïcité. Mais je vous laisse le faire et je vous remercie de votre attention.